Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Voilà. Donc, merci beaucoup, Dr Seynabou Ba. C'est pour nous un grand plaisir d'accueillir sur ce podium les panélistes. À ma gauche, nous avons le Dr Agnès Souka de l'Agence française de développement. Nous reviendrons tout à l'heure sur sa présentation plus complète. À l'extrême droite, nous avons le Dr Bokar Mamoudou Daf, le directeur de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, qui passera très bientôt, qui deviendra très bientôt Agence nationale de la couverture sanitaire universelle, comme vient de l'annoncer le ministre secrétaire général de la présidence. Et juste à ma droite, le docteur Magda Robalo, que j'ai l'honneur donc de présenter, puisque nous allons co-présider ensemble ce panel qui porte sur la protection financière. Magda Robalo est directrice générale des femmes dans la santé mondiale, ancienne ministre de la Santé de Guinée-Bissau. Elle est médecin de santé publique avec une carrière professionnelle de plus de 30 ans dans le domaine de la santé globale. Elle réunit un ensemble unique de talents, d'expertise et d'expérience en santé publique. Diplomate chevronnée, elle a de fines compétences politiques. Elle est la présidente et cofondatrice de l'Institut pour la santé globale et le développement, une fondation privée à but non lucratif établie en décembre 2021 avec pour mission de faire avancer le leadership féminin dans la santé globale, de promouvoir l'autonomisation des femmes, de lutter contre les inégalités entre les sexes, de stimuler l'inclusion financière et l'intégration des femmes dans l'économie formelle. Elle est aussi la vice-présidente du comité d'éthique et de gouvernance du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, et membre suppléant du conseil d'administration du Fonds mondial pour la circonscription de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. J'aurais pu continuer puisque c'est 2 pages. Je vous invite à l'applaudir. Voilà, donc, Dr Magda Robalo, je vous passe la parole pour passer à la première série de questions. Merci. Merci beaucoup, professeur Seck. C'est un plaisir de co-présider cette discussion avec vous. Mesdames, Messieurs, nous allons avoir un panel avec quelques professionnels en virtuel et j'espère qu'ils sont déjà connectés et que bientôt ils pourront aussi nous joindre. Tendre vers la couverture sanitaire universelle est un objectif pertinent pour tous qui peut servir à définir la direction dans laquelle les réformes doivent s'orienter afin que nous puissions améliorer nos systèmes de santé.
les États membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont engagés en 2005 à développer leur système de financement de la santé afin que chacun puisse accéder aux services dont ils ont besoin, là où ils vivent, quand ils en ont besoin, sans que pour autant ils subissent des difficultés financières lors de leur paiement. Dans le contexte africain, le premier mode de paiement pour accéder aux services de santé, pourtant de paiement direct, nous avons beaucoup d'exemples et de littérature sur ce sujet. Celui-ci est à l'origine de discrimination, d'inaccessibilité et surtout de dépenses catastrophiques. Les intervenants de haut niveau de cette session devraient échanger et iront partager avec nous leur expérience contribuant à protéger les ressources des ménages et dans le cadre de la couverture sanitaire universelle pour assurer à l'ensemble de la population d'un pays une protection financière contre les coûts liés à l'utilisation des services de santé dont ils en ont besoin. Je voulais profiter pour féliciter le Sénégal que, comme nous venons de l'apprendre, a atteint une couverture de 53% de sa population avec l'assurance maladie. Sans plus tarder, on passe à la première question à notre panéliste de ce matin, le docteur Agnès Souka. Agnès Souka est nommée au poste de responsable de la division santé et protection sociale de l'Agence française de développement et a pris ses fonctions le mois de juin dernier. Et titulaire d'un doctorat en économie, d'un master en santé publique, ainsi que d'un doctorat en médecine. Dr Agnès Souka bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans la santé et la réduction de la pauvreté en Afrique, en Asie et en Europe. Notre première question au Dr Souka serait donc de savoir auprès d'elle quel est le bilan qu'elle fait de la protection financière dans le monde aujourd'hui, d'autant plus que nous venons de recevoir un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les comptes annuels de la santé. Donc, on aimerait écouter du docteur Agnès le bilan actuel au niveau mondial. Merci. Et en Afrique en particulier. Merci. Merci beaucoup et merci aux organisateurs du forum pour avoir choisi ce sujet si important comme un sujet clé à discuter aujourd'hui. Si l'on fait le bilan des progrès sur la couverture santé universelle au cours des 20 dernières années, nous avons une image assez contrastée. La première image, c'est une image de progrès, puisque l'utilisation de services de santé a augmenté de façon générale. Elle a particulièrement augmenté pour les services qui répondent aux maladies infectieuses et en particulier à la prise en charge du VIH. Et donc, lorsqu'on regarde l'index de couverture santé universelle, on voit une amélioration au cours des années. Mais il y a plusieurs nuances à cette amélioration. La première, c'est que cette amélioration s'est ralentie déjà avant la pandémie. Et l'on voyait que l'amélioration de l'utilisation des services atteignait progressivement un taux de croissance en diminution. La deuxième chose, c'est que cette amélioration de l'utilisation des services ne se porte pas sur l'ensemble des services. En fait, les services de santé maternelle et infantile ont progressé quelque peu. Les services de maladies non transmissibles ont progressé quelque peu, mais surtout la capacité des systèmes de santé, elle, n'a que très peu progressé, elle n'a fait que rattraper la croissance économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
lorsqu'on regarde la capacité des systèmes de santé, la densité des personnels de santé, le nombre de lits d'hospitalisation, le nombre d'infrastructures, on s'aperçoit qu'en termes d'accès, on a simplement réussi à maintenir plus ou moins l'accès qui était là par rapport à la croissance de la population. Et qu'en fait, on a aujourd'hui une véritable question sur ce que seront ce que sera le potentiel d'amélioration de la couverture dans les prochaines années, en particulier maintenant, du fait que la crise Covid a apporté un coup fort au système de santé en affectant à la fois l'offre, puisque beaucoup de services ont été perturbés par la pandémie, mais aussi la demande, avec une demande moindre. Et on voit aujourd'hui une diminution de la couverture pour certains services, inclus la tuberculose, le conseil pour le VIH et la vaccination, en particulier la vaccination sur la rougeole. Alors maintenant, qu'est-ce qui a tiré cette croissance, cette amélioration de la couverture jusqu'en 2019? Eh bien, lorsqu'on regarde les différents éléments entre les pays, on voit que c'est essentiellement la croissance économique qui a amélioré cette couverture et que le rôle du financement public se place en fait essentiellement au niveau de la protection financière. Que de la couverture, c'est-à-dire l'utilisation des services, est essentiellement déterminée par les revenus des ménages et par l'amélioration de la situation économique des pays, et qu'en fait, le financement public de la santé a des difficultés à entraîner un effet d'amélioration de la couverture des services. Mais en revanche, le financement public est essentiel pour la protection financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le financement public, quand il finance les systèmes de protection financière, d'assurance publique, de maladies, de couverture santé universelle, ces financements publics font la différence dans la protection financière. Et en fait, la couverture santé universelle est un système de protection sociale, et c'est un système qui devient de plus en plus important aujourd'hui lorsque l'Afrique fait face à la question de l'adaptation au changement climatique, parce que la couverture santé universelle, c'est un mécanisme de protection financière, c'est un mécanisme de réponse au choc, on l'a vu lors de la pandémie, et donc c'est un mécanisme dans lequel il doit être fortement investi. Je terminerai peut-être avec quelques chiffres qui posent la question aujourd'hui en Afrique sur la couverture santé universelle. D'abord, le fait que la protection financière en santé, de par le monde et en Afrique, a en fait reculé. Elle a reculé parce qu'il y a eu émergence de la croissance économique, émergence de l'offre, en particulier de l'offre privée, et la réponse étatique, la réponse gouvernementale en développant les systèmes de couverture santé universelle et financer la protection en santé, sont en décalage par rapport à cette croissance économique. Donc en fait, il y a plus de gens aujourd'hui dans le monde qu'il y a 10 ans. Il y a plus de gens aujourd'hui qui souffrent de dépenses catastrophiques parce qu'il y a plus d'offres. Et donc les gens, les populations utilisent plus les services, payent pour les services, utilisent les services privés et financent la santé à travers le budget des ménages. Et là, les données du rapport de l'OMS qui vient de sortir sur les comptes nationaux de la santé de par le monde, et il y a eu plusieurs rapports, c'est le 5e rapport mondial sur le financement de la santé dans le monde aujourd'hui qui est publié, montre très bien une situation inquiétante. C'est-à-dire qu'au cours des 20 dernières années, la dépense publique domestique de santé dans les pays à bas revenus, essentiellement les pays africains, a baissé. Elle a baissé. Ce qui a augmenté, c'est l'aide au développement et surtout la dépense des ménages. Donc aujourd'hui, les dépenses de santé en Afrique sont financées essentiellement à travers 2 mécanismes. La dépense des ménages, qui est majoritaire, c'est ce que finance le plus les systèmes de santé, et la dépense de financement extérieur, de l'aide au développement, et où l'on voit que cette aide au développement n'a
a cru de la même manière que la croissance économique, tandis que la dépense domestique, la dépense des pays sur le financement public a elle décru. Et l'on peut s'interroger sur un effet d'éviction de l'aide en développement, un effet de substitution qui fait que l'abondance de l'aide en développement, en particulier dans les pays à bas revenus, a en fait empêché la construction des systèmes des pays, des systèmes de protection financière et de couverture santé dans les pays. Et là, nous avons quelques exemples, comme le Sénégal, où cette construction institutionnelle s'est faite malgré tout, mais dans la plupart des pays, il y a un vrai retard à la construction collective des systèmes de protection sociale en santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Souka, pour ce bilan et en même temps les chiffres, les statistiques qui nous prouvent qu'il faut qu'on continue à travailler pour réduire la dépense des ménages envers leur santé si on veut vraiment atteindre la couverture sanitaire universelle. Nous allons maintenant passer au docteur Mamadou Bokar Daf, qui est le directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle du Sénégal. Docteur Bokar est médecin de santé publique, économiste de la santé, qui a démarré sa carrière en 89 après son doctorat d'État en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Docteur Bokar Daf, le Sénégal, comme de nombreux pays et conformément aux recommandations de l'OMS, a développé des systèmes de financement de la santé pour garantir à ces populations un accès équitable à des services de santé de qualité et éviter les paiements directs. Où en est le Sénégal maintenant? Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du forum pour avoir associé l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle à cette importante rencontre sur un thème central, à savoir accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle, un thème qui cadre parfaitement avec les stratégies de déploiement que nous menons actuellement, sous la responsabilité des plus hautes autorités, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Je voudrais rappeler que pour le Sénégal, depuis fort longtemps, le système de protection sociale existe, mais pour le secteur formel. C'est parce que l'autorité s'est rendue compte que la plupart des citoyens sénégalais, notamment autour de 80%, n'avaient pas de couverture, qu'il a lancé ce programme en 2013 et érigé l'agence en 2015, en nous demandant d'utiliser deux formes. La première, c'est le système assurantiel, à travers donc ce qui est convenu d'appeler les mutuelles de santé communautaires. Et la deuxième, c'est le système assistentiel, donc sans que cette assistance ne se transforme en assistanat, pour des cibles spécifiques. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et depuis lors, donc, à peu près 9 ans, le Sénégal s'est érigé d'abord à mettre en place ces mutuelles, en les articulant au système décentralisé, notamment au niveau des communes, de faire en sorte qu'il y ait au moins une mutuelle de santé par commune. Nous en avons créé, érigé environ 676 et 45 unions départementales de mutuelles de santé. Je ferais bien qu'on note ces chiffres-là parce qu'après, bon, c'est important qu'on ait une couverture globale à l'échelle nationale, une couverture passive, mais en réalité, vous voyez qu'il y a une grande fragmentation, ce qui va nous amener plus tard à revoir nos positions. Aujourd'hui, on peut considérer que environ plus de 4 millions de Sénégalais sont
couverts donc à travers cette assistance dont près de 2 millions de cotisants, c'est-à-dire qui contribuent. Je rappelle aussi que cette contribution est basée sur le volontariat. Ça également, probablement, il y a des faiblesses à ce niveau. Et parmi ces volontaires, il y a ce qu'on appelle les bénéficiaires classiques. Donc, ceux qui ont les moyens de cotiser avec leur famille, qui viennent entrer dans ces mutuelles-là. Nous avons pensé aussi qu'il y avait des cibles particulières qu'il fallait accompagner les élèves, donc dans l'école moderne, près de 500 000, et les ndongo daara, ceux qui sont dans les écoles coraniques, environ 42 000. Les collectivités territoriales aussi, dans le cadre de leur mission, ont pu intégrer jusqu'à 21 000 indigents. Ces dernières années, nous avons réfléchi un peu sur le paquet. Par exemple, pour les enfants de 0 à 5 ans, donc en venant là-dessus, je vais développer, ils ont un paquet assez limité, donc qui va qui concerne juste le paquet de base. Et les femmes enceintes sont enrôlées, mais elles ne bénéficient que de la césarienne. Alors, pour cette raison, avec les partenaires, nous avons pensé travailler un peu sur un pilote pour réintégrer ces cibles-là dans les mutuelles de santé. Parmi les non-cotisants, nous sommes environ à 2 072 000 personnes qui sont couvertes, dont les 2 48 000 bénéficient de ce qu'on appelle les bourses de sécurité familiale. C'est un filet social où des ménages sont triés à partir du RNU, le registre national unique, qui sont considérés comme étant dans une extrême pauvreté, et on leur alloue une bourse qui est conditionnelle, hein, une bourse où la condition c'est que l'enfant soit vacciné, qu'il aille à l'école, etc. Mais le président de la République a pensé que donner 25 000 francs par trimestre et qu'en cas d'épisode maladie, évidemment, ces 25 000 francs sont consommés, ce qui fait qu'il a décidé de les enrôler directement dans les mutuelles de santé, donc les bénéficiaires et les ménages. Il y a aussi ceux qui sont bénéficiaires des cartes d'égalité de chance. Nous en avons enrôlé 24 000 sur les 72 000 qui en bénéficient. Aujourd'hui, si on prend les mutuelles de santé, nous sommes à un taux de couverture de 23%. La couverture, ça signifie simplement les bénéficiaires enregistrés dans les mutuelles sur la population totale multipliée par 100. Et le taux de pénétration est à 51%. C'est les bénéficiaires sur les cibles qui avaient été définies. Donc tout ça, c'est fait, mais non sans difficulté. Parce qu'à côté de ces cotisations, il y a aussi l'engagement du gouvernement. L'engagement du gouvernement a contribué pour la moitié des cotisations classiques et à 100% pour les bénéficiaires de bourse de sécurité familiale. En faisant le petit calcul, vous comprenez que c'est très difficile d'en assurer la soutenabilité. Mais aussi, même pour les cotisants, la difficulté principale, c'est que souvent, en cotisant, l'individu pense qu'il cotise une fois et puis c'est terminé. Ce qui fait que derrière, il y a un problème de communication réel. Mais malgré ces difficultés, nous avons quand même pu travailler sur un certain nombre de réformes que nous mettons en place actuellement. C'est l'intégration de ces gratuités-là dans le dispositif assurantiel. Parce que nous pensons que cette gratuité n'est pas soutenable et qu'il faut amener les gens petit à petit à cotiser. Alors, c'est important parce que si vous prenez, par exemple, le nouveau-né, dans le paquet qui est défini pour les enfants de 0 à 5 ans, il n'a droit qu'au paquet de base. Or, essentiellement, le nouveau-né, souvent, il présente des pathologies qui ne sont prises en charge qu'au niveau hospitalier. Malheureusement, dans le paquet, les soins hospitaliers ne figurent pas. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il faut quand même élargir le paquet, quand on sait aussi que si on prend le ratio de mortalité néonatale, ça représente 41% du ratio de mortalité globale des 0,5 ans.
évidemment aussi pour les femmes enceintes, la césarienne, c'est bien, mais nous savons que les femmes meurent pour d'autres raisons aussi, telles que les hémorragies, les éclampsies, les infections, ce qui fait que quand on les retourne dans le système assurantiel où le paquet est plus élargi, cela permet de les couvrir mieux. Peut-être qu'on va revenir sur d'autres détails lors du prochain round. Merci de nous faire cet état du lieu sur l'assurance maladie, la couverture maladie universelle au Sénégal. Nous allons maintenant passer à nos panélistes en virtuel. J'aimerais commencer avec le docteur Kargougou, ministre de la Santé du Burkina Faso. Est-ce qu'il est en ligne? Le ministre Kargougou en ligne pour le moment. Je vais continuer et essayer de voir si Monsieur Alexis Roulissa, directeur du département de la santé communautaire, de l'assurance à base communautaire pour le Rwanda, est-ce qu'il est en ligne avec nous? Le docteur Toshiyasu Shimizu, il est en ligne? OK, donc nous allons écouter... Oui, je suis là. Merci beaucoup, docteur Shimizu, de vous joindre à nous. Merci de votre patience. Vous êtes conseiller en programme de santé de la JICA, la coopération japonaise, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et nous savons que le Japon a une grande expérience en matière d'assurance maladie généralisée. Donc, docteur Toshiyasu Shimizu, j'espère que je prononce bien votre nom. On aimerait savoir ce que vous pensez être les clés du succès japonais en matière d'assurance maladie. Merci. Merci, Madame la Présidente de SIAS. Merci de me donner cette importante occasion de présenter nos expériences. Mais sinon, je vais commencer. Oui, j'ai préparé 3 diapos. Mais tout d'abord, officiellement, le Japon a mis en place une assurance maladie et de pension universelle en 1961. On a rencontré diverses difficultés depuis les années 1860. Lorsque le Japon a levé l'isolement national de l'ère féodale de samouraï et s'est lancé dans la modernisation. À cette époque, la majorité de la population était des travailleurs du secteur informel et de l'industrie primaire. Et il était donc difficile de mettre en place un système d'assurance maladie pour eux. Dans mes recherches sur l'histoire des difficultés de nos prédécesseurs, je veux dire ce qui suit. Premièrement, un système d'entraide qui avait été mis en place dans certaines zones rurales a attiré l'attention des fonctionnaires de l'État et qu'il a été développé en un modèle national et promulgué en loi en 1938. Ce système est assez similaire à la mutuelle de santé communautaire au Sénégal et dans les pays ouest-africains. Deuxièmement, ce système a été nommé Assurance Maladie Nationale. Et après 10 ans d'expérience, les municipalités ont été obligées d'une responsable de leur fonctionnement. De plus, le taux de couverture de la population pour chaque municipalité a été annoncé, favorisant un sentiment de concurrence entre les municipalités. Dans ces circonstances, certaines collectivités locales ont atteint un taux de couverture de 90% ou plus. Enfin, encore 10 ans plus tard, une couverture universelle obligatoire a été introduite afin de couvrir les 30% restants de la population.
qui n'étaient pas encore bénéficiaires. Et en 1961, 100% de couverture est réalisée. À cette époque, le Japon était encore en train de développement. S'il y a des diapos n'a pas encore présenté, mais donc, si en outre, je voudrais souligner des points de clé, l'aspect financier. Globalement, le système d'assurance maladie est divisé en deux. Vous savez, le système fiscal de type britannique et le système d'assurance sociale de type allemand. Bien que le système du Japon soit catégorisé comme un système d'assurance sociale, mais on peut dire qu'il s'agit en réalité d'un système hybride avec un système fiscal, assurance maladie nationale et assurance sociale pour les petites et moyennes entreprises financièrement vulnérables sont subventionnés par les budgets de gouvernements nationaux et des collectivités locales. Enfin, les frais médicaux couverts par l'assurance étaient uniformisés dans tout le pays, sans distinction de niveau sanitaire. Je pense que cela facilitait beaucoup l'accès des populations aux établissements sanitaires. Et dernièrement, enfin, je veux souligner les facteurs plus généraux de succès suivants. 4 facteurs on peut citer. Premièrement, il y avait un fort consensus social et politique favorable à l'établissement d'un système de sécurité sociale au Japon. Deuxièmement, un bon système d'enregistrement civique et d'enregistrement fiscal. Depuis l'ère de samouraï, le Japon dispose d'un système pour enregistrer et gérer publiquement des informations civiques pour presque tous les citoyens. Troisièmement, des investissements suffisants ont été faits dans le système de soins de santé, y compris le programme d'aide sociale. Enfin, il y avait une bonne croissance économique constante qui les soutenait à cette époque. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour ce partage de l'expérience du Japon et j'espère que certainement ça pourra inspirer beaucoup de nos participants. Je voudrais maintenant passer le bâton à mon coprésident pour que il continue avec le deuxième tour des questions et qu'on puisse ouvrir aussi des questions, à recevoir les questions de l'assistance. Merci, professeur Cheikh. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, docteur Magda Robalo. Docteur Agnès Souka, dans vos propos liminaires, on peut noter 2 éléments extrêmement importants qui traduisent un peu l'état de la protection financière au niveau mondial et particulièrement en Afrique. Vous avez parlé d'amélioration de l'utilisation des services, mais avant 2019, et ensuite il y a eu un ralentissement. Vous avez parlé aussi d'amélioration de l'offre, mais que cette amélioration s'est faite beaucoup plus par le canal de l'aide internationale. Dans cette utilisation aussi des services, on a vu qu'en Afrique, c'est beaucoup plus les ménages qui payent directement, ce qui est en partie responsable de dépenses catastrophiques qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à conduire à la pauvreté. Alors, dans ces conditions, docteur Agnès Souka, sur quel levier pouvons-nous agir pour avoir une approche intégrée de la couverture sanitaire universelle et de la lutte contre la pauvreté dans le monde et particulièrement en Afrique? C'est la question. Merci. J'aime beaucoup quand vous me posez les questions les plus faciles. Je crois que nous avons appris beaucoup au cours des dernières décennies et que
nous devons toujours nous souvenir que l'État moderne et ce que nous essayons de construire ensemble aujourd'hui dans un monde globalisé, l'État moderne, c'est quelque chose de très récent. C'est quelque chose qui, qui a à peu près un siècle, et lorsqu'on parle de financement public de la santé, on est plutôt dans 70 ans. Et donc, l'expérience que nous avons, et l'expérience en particulier de financement public de la santé dans des pays à très bas revenus, est une expérience très récente, sur laquelle on a pendant très longtemps eu très peu d'évidence. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quelques messages que nous pouvons retenir sur comment avancer sur cet agenda. Et le premier message, c'est que vraiment, il n'y a pas une seule manière d'avancer. Et que c'est vraiment à chaque pays de trouver sa trajectoire et de mettre en place les institutions qui permettent l'action collective sur cet agenda. Parce que c'est un agenda d'action collective, c'est un agenda de solidarité, c'est un agenda de redistribution, c'est un agenda de protection des plus vulnérables. Et donc, c'est un agenda collectif et qui donc souffre des faiblesses de ce que peut être l'action collective. Ce n'est pas facile de mettre tout le monde d'accord autour d'une table, et surtout l'ensemble d'un pays, voire l'ensemble d'une région ou l'ensemble du monde, pour faire quelque chose ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment la faillite de l'action collective, et c'est quelque chose à laquelle nous devons tous faire face. Cependant, si chaque pays doit avoir sa trajectoire, on a quand même des leçons qui émergent très clairement de l'analyse des expériences, des analyses des informations, à la fois des informations sur les comportements des ménages et des informations sur l'efficacité de la finance publique. Le premier message, c'est qu'on ne peut pas atteindre la couverture santé universelle sans financement collectif. Il y a la nécessité d'avoir un financement public. Et ce financement public peut se faire essentiellement à travers l'impôt, à travers la taxation, et bien sûr, une taxation qui doit être progressive. Et là, on est clairement dans un dilemme dans les pays les plus pauvres, puisque l'assiette de collecte fiscale est généralement faible parce qu'il est difficile de collecter l'impôt sur un secteur sur un secteur formel qui est très petit et un secteur informel qui est très vaste et sur lequel il est difficile d'identifier les sources de taxation et sur une population qui elle-même est très pauvre. Le deuxième message, c'est vraiment le transfert des ressources au niveau des ménages et au niveau communautaire. La question des transferts monétaires, la question du transfert des ressources dans les régions les plus reculées, dans les régions les plus pauvres, d'équalisation des ressources, donc de formules dans lesquelles on introduit des critères de pauvreté, des critères de vulnérabilité, de bases de données qui permettent d'identifier les ménages. C'est ce qu'a fait le Sénégal à travers son vaste programme de protection sociale qui cible les ménages les plus pauvres, qui cible les femmes en situation difficile quand elles sont chefs de ménage, etc. Et donc, ces systèmes de protection sociale, ces socles de protection sociale sont extrêmement fondamentaux et la couverture santé universelle, les mécanismes de couverture santé universelle doivent s'intégrer dans ces socles de protection sociale pour assurer que la dépense de santé est mieux répartie, parce que c'est une des choses que l'on voit dans les données, c'est que la dépense de santé tend à être captée par la dépense publique de santé, hein, la dépense gouvernementale tend à être captée par les ménages les plus riches et tend à être captée par les zones urbaines. Donc, il y a une véritable nécessité de transférer les subventions aux mécanismes de couverture santé universelle vers les plus pauvres, que ce soit les régions les plus pauvres, les personnes les plus pauvres, et d'avoir des mécanismes de transfert monétaire qui vont aux mutualités, aux institutions et aux ménages les plus pauvres. Et ça, c'est vraiment une construction institutionnelle sur laquelle de nombreux pays travaillent. Et enfin, peut-être
Une troisième leçon qui est là est une leçon récente et qui émerge de cette analyse des données des comptes de santé. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la manière dont l'aide en santé est structurée, non seulement elle participe peu à la construction de ces systèmes de couverture santé universelle, mais l'effet de substitution, l'effet d'éviction de la dépense domestique, en fait, fait que la dépense de financement extérieur se retrouve en situation, en fait, d'empêcher la construction du financement domestique, d'empêcher la construction du contrat social, parce que l'on voit que, effectivement, la dépense domestique de santé n'a pas augmenté dans de nombreux pays. Et la clé de la couverture santé universelle, c'est l'augmentation de la dépense domestique publique de santé. Et c'est ce que l'on voit dans de nombreux pays, alors plutôt à moyen revenu. C'est certainement ce que l'on voit au Maroc, c'est ce que l'on voit en Thaïlande, c'est ce que l'on voit, ce qu'on a vu en Iran avant la crise économique, une injection massive de financement public. C'est ce qu'on a vu en Chine aussi, après une longue période d'augmentation de la dépense privée, une augmentation significative de la dépense publique pour étendre les mécanismes de couverture santé universelle aux ménages ruraux, donc le système d'assurance maladie pour les zones rurales, qui a permis de mieux égaliser la subvention publique sur les services de santé. Donc c'est vraiment cette question du financement domestique et associée à cette question du financement, et bien sûr la question institutionnelle, la création d'institutions. Et là, et ça sera peut-être mon dernier message et ma conclusion, parce que c'est vraiment la question de comment faire, nous avons très peu investi dans les institutions de couverture santé universelle. Nous avons beaucoup progressé sur l'engagement politique. La plupart des pays maintenant sont très engagés. Ils se sont engagés aux Nations Unies. Ils se sont engagés à financer la couverture santé universelle par la finance publique. Mais ils n'ont pas aujourd'hui investi suffisamment sur les institutions de santé. Qu'est-ce que ça veut dire, les institutions de santé? Les institutions de régulation, des institutions comme la Haute Autorité de Santé, comme l'Agence nationale du médicament, comme les caisses nationales d'assurance maladie, les institutions régionales qui gèrent l'achat stratégique des services de santé, ou les institutions nationales qui accréditent et régulent les systèmes de santé. En fait, on a essayé, et ça c'est aussi un effet de l'aide au développement, on a beaucoup essayé au cours des dernières années d'essayer d'obtenir des indicateurs santé très vite sur des cycles très courts, en essayant d'obtenir des résultats rapides. Mais nous atteignons aujourd'hui la limite de ces résultats rapides. Nous devons maintenant, si nous sommes aujourd'hui, comme nous l'entendons aujourd'hui, à des niveaux de couverture santé à 50%, il faut se réaliser que c'est les 50% les plus faciles. Que les 50% qui viennent sont beaucoup plus difficiles parce que ce sont les personnes pauvres, ce sont les personnes qui sont dans des situations sociales et économiques difficiles, les populations qui sont éloignées. Et que donc, on doit investir essentiellement dans la construction institutionnelle. Cela veut dire des plateformes citoyennes, des institutions de régulation et des institutions de financement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Anne-Soka. Ces 4 types de leviers bien décrits. Et tout à l'heure, j'espère que le public, on pourra prendre 1 ou 2 questions avant de terminer, puisqu'on est un peu pris par le temps. Mais avant cela, je voudrais revenir au docteur Mamadou Bokar Daf. Vous l'avez dit tantôt, le Sénégal aborde la protection sociale par 2 piliers. Le pilier assurantiel, par le biais de la création, la promotion des mutuelles de santé communautaire, dont vous avez la charge, mais aussi le pilier assistentiel. Et tout à l'heure, vous avez commencé à partager avec nous quelques difficultés sur les initiatives de gratuité en termes de ciblage, d'élargissement de paquets de soins. Pouvez-vous nous dire en 5 minutes qu'est-ce qu'on peut faire pour encore mieux
cibler ou améliorer ces initiatives de gratuité dans le cadre de ce système assistentiel. Vous avez la parole, docteur. Merci beaucoup, professeur. Je crois que je vais essayer de résumer un peu cette problématique. Ces initiatives de gratuité, c'est d'abord la soutenabilité. Donc, je crois que tout le monde l'a bien compris. Dans le cadre de la couverture maladie universelle, c'est les plus pauvres qui sont identifiés à partir du RNU, qui sont couverts, mais aussi certaines cibles spécifiques que sont les enfants, les femmes et ceux qui souffrent d'une insuffisance rénale chronique à travers la dialyse. Donc, c'est très coûteux. Et donc, l'État fait beaucoup d'efforts, mais nous nous rendons compte qu'au tout début, il n'y avait pas trop de difficultés, mais plus on progresse, plus on se rend compte que c'est très difficile à soutenir. Et donc, il y a une évaluation récente qui a demandé à ce qu'il y ait une amélioration, en tout cas à travers l'espace budgétaire ou bien l'espace fiscal, vraiment de créer des lignes spécifiques pour la couverture maladie universelle, c'est-à-dire la protection sociale en santé d'une façon générale. Je crois qu'aussi, dans ce cadre-là, il y a une faiblesse, c'est le ciblage. Et ce ciblage aussi, c'est selon. Par exemple, si vous prenez les enfants de 0 à 5 ans, vous voyez que quand c'est un enfant de quelqu'un qui est dans le secteur formel, théoriquement, il est couvert à travers son assurance maladie, donc le FNR ou bien l'imputation budgétaire. Mais en réalité, c'est beaucoup plus facile pour lui d'aller au niveau de l'agence et de pouvoir se traiter plus facilement parce que les procédures sont moins complexes et puis le paquet est beaucoup plus important. C'est la même chose pour les retraités, effectivement. Donc, il doit payer un 5e, alors que pour le sésame, c'est une gratuité à 100%. Je crois aussi que le problème de la portabilité de cette couverture interuniverselle est importante. Et c'est pourquoi nous devons faire des efforts dans la digitalisation pour identifier et immatriculer et donner un numéro unique à chaque personne. Je pense aussi que les stratégies d'achat sont importantes à prendre en compte. Parce que entre la demande et l'offre de soins aujourd'hui, il n'y a aucune convention qui les lie. Bon, ça s'explique aussi de façon historique parce que simplement, nous étions sous la tutelle du ministère de la Santé et l'autorité a pensé qu'il fallait séparer l'acheteur du vendeur. Et donc, ça, c'est une problématique qui est là. Je pense qu'on devrait réfléchir les années à venir sur cette situation-là. Bon, le paquet aussi de services, ouais, il y a une fragmentation du paquet. Selon la personne, les avantages sont tout à fait différents en dehors des mutuelles santé. Et je crois qu'il faut peut-être aller dans le sens d'un paquet minimum garanti pour chacun. Donc, voilà un peu. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, on devrait faire une réflexion dans le sens des adhésions systématiques. En dehors de ce que l'État est en train de faire, il faut trouver des mécanismes pour permettre, enfin, amener les Sénégalais à aller doucement vers l'obligatoire. Parce que nous savons que le volontariat a montré ses limites et je crois que ça fait l'unanimité maintenant. Donc, le Sénégal a fait l'option de faire ce qu'on appelle des adhésions systématiques. Comme exemple, nous avons vu qu'à un certain moment, pour changer les permis de conduire, on a exigé de chacun de chercher donc, son groupe sanguin, de montrer son groupe sanguin. Si on faisait la même chose pour certains actes administratifs, donc ça devrait pouvoir aller, je crois, d'une certaine manière, améliorer la situation et la couverture. Donc, pour moi, il faut maintenant aller dans le sens d'un régime semi-contributif. Sauf, bien sûr, ceux qui sont véritablement déclarés comme pauvres, et ça demande quand même des efforts pour les identifier. Mais pour le reste, il faut quand même qu'à côté de ce que l'État est en train de faire, que les gens puissent contribuer pour véritablement conduire un système qui est assez soutenable. Donc, globalement, c'est ce que je voudrais ajouter.
tout en accompagnant tout ça maintenant d'un plan de communication assez intense. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Je ne sais pas si notre ami Shimizu est en ligne pour recevoir sa deuxième question. Oui, je suis là. Voilà, très bien. Alors, pendant que l'Afrique est en train de vouloir accélérer sa marche vers la couverture sanitaire universelle, vous avez montré éloquemment, depuis 1961, vous avez atteint presque 100%, n'est-ce pas, de couverture, soit par le biais du mécanisme assurantiel ou bien du mécanisme assistentiel. Et vous êtes en train d'appuyer les pays africains et particulièrement aussi le Sénégal pour partager votre expérience, l'expérience du Japon avec ces pays. Mais des défis se dressent sur votre parcours. Pouvez-vous partager avec nous ces défis qui pourraient entacher ou bien freiner la réalisation de la CICE en Afrique dans le respect de l'équité? Vous avez la parole, Shimizu. Merci, monsieur le professeur Sek. Permettez-moi, peut-être, j'ai préparé aussi des diapos, mais peut-être c'était pas prêt, non? Donc, je vais commencer. Permettez-moi de commencer des défis assez généraux. Le plus grand défi est la forte initiative du gouvernement à promouvoir la CSU dirigée par la plus haute autorité avec le gouvernement dans son ensemble, incluant tous les secteurs. C'est très important, bien sûr. Et le second est promouvoir fortement la communication et la compréhension mutuelle entre les ministères liés à la CSU et le ministère de l'économie et de finances au sein du gouvernement. Ce effort a été fait dans le cadre de l'OMS depuis longtemps, mais ce effort est encore nécessaire. Troisième défi consiste à étendre services de soins de santé de base, de qualité, bien sûr. Quatrièmement, je voudrais souligner ce qui sont devenus des problèmes dans les pays développés, y compris le Japon. Sur la base du concept large de la CSU, il est nécessaire de mettre davantage accent sur la fourniture d'un large éventail de services. Non seulement les soins médicaux, mais aussi la protection de la santé, la promotion, la prévention, l'adaptation et l'intégration sociale, tout en abordant tous les facteurs socio-économiques et environnementaux qui affectent la santé. Nous devons également mener de vastes activités d'éducation à la santé et de promotion de la santé pour que les peuples améliorent leur état de santé et ainsi leurs besoins de services médicaux sera réduit. Ces dernières années au Japon, de plus en plus d'hôpitaux adoptent de telles activités. Enfin, dans le pays où la couverture maladie repose sur l'assurance sociale, il est nécessaire de bien intégrer le financement de l'État et des collectivités locales que c'était déjà précisé par autres, notamment dans l'opération comme la mutuelle communautaire, auquel participent de nombreuses personnes moins aisées. Puis, je veux citer quelques défis un peu spécifiques. La modalité de frais de services de soins est également importante et le système de paiement par acte a généralement tendance à conduire aux abus médicaux. Je voudrais recommander donc de considérer le tarif forfaitaire autant que possible. Depuis une décennie, le Japon aussi adopté progressivement ce système forfaitaire. Le défi suivant est un peu idéal. Dans de nombreux pays africains, la cotisation est la même pour tout le monde. Cependant, à l'avenir, nous devrions rechercher un système qui permette à ceux qui ont les moyens de payer davantage et de réduire la part des charges des populations défavorisées. À cette fin, il est nécessaire de saisir les revenus des individus. Ce sera donc une question qui devrait être abordée. Amélioration du système d'enregistrement de l'état civil des populations,
en Afrique subsaharienne. Plus la population est diminuée, moins elle a de chances d'être enregistrée comme citoyenne. Au Sénégal, j'ai entendu dire que cette situation s'est considérablement améliorée avec l'avancement du programme de CMU, mais surtout est encore problématique dans beaucoup de pays africains. Enfin, il est souhaitable que le pays prenne l'initiative d'établir la liquidité des fonds entre les organisations assurantielles. Si la liquidité financière était assurée entre les caisses d'assurance maladie des grandes entreprises riches et les caisses d'assurance maladie communautaires qui sont moins nantis, le sens de la solidarité de la nation augmenterait. Cela constituera le socle de la solidarité et de la stabilité sociale et garantira le développement du pays, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Shimizu, pour ce partage d'expérience. Nous sommes en train de réduire votre temps de pause. Nous nous excusons. Nous allons rapidement donner l'opportunité de 2 questions et demander aussi à nos panélistes d'être très brefs dans leurs réponses pour que nous puissions passer à la séance prochaine. Je vois une main qui se lève de ce côté-là. Oui, on vous apporte le micro. Est-ce qu'il y a une autre question, contribution? Allez-y, madame. Okay. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Moi, je suis Solange Koné de la société civile Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment saluer les interventions, particulièrement celles sur la CMU. Et nous sommes un groupe d'organisations qui travaillons justement sur cette question. Et je suis particulièrement intéressée à savoir comment justement nos États, parce que nous, société civile, nous essayons de travailler ensemble. Mais à ce jour, je n'ai pas encore vu de lien entre nos États. Comment est-ce que les choses se passent? Est-ce qu'il y a une mise en commun de nos intelligences en sachant pertinemment que la question de la CMU est d'une mise en pratique difficile? Comment est-ce que cela s'organise au niveau, par exemple, de la CEDEAO? Est-ce qu'il y a des actions communes qui se prennent pour que justement on ait les mêmes pratiques? Je vais terminer par dire à madame, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, mais vous avez parlé du financement public et de la création des plateformes. C'est vraiment une excellente idée et nous pensons qu'à ce niveau, la société civile peut être d'une grande utilité. Donc, peut-être qu'on pense de quelle manière, justement, dans le cadre du service public, la société civile pourrait être aussi soutenue pour faire partie de ces plateformes-là qui assisteraient, par exemple, nos autorités pour une meilleure offre en santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je ne vois pas d'autres questions ici. OK. Bonjour, c'est Dr Rani Miraja, médecin spécialiste médecine du travail et expert en assurance maladie. J'ai exercé pendant plusieurs années, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité dans la caisse d'assurance maladie au Maroc. Merci à tous les panélistes. On a beaucoup appris de vos interventions, de vos expériences. Et j'ai juste un ajout. Vous avez bien parlé du financement collectif ou de son importance. Et moi, je dis que le financement collectif passe inéluctablement par un registre social unifié pour pouvoir créer ce qu'on appelle la justice fiscale. Donc ça, c'est important. Donc une fois on a une justice fiscale et une justice dans la cotisation, donc on va réduire au maximum les gens qui vont bénéficier de la solidarité et ça déjà un levier de protection financière. Aussi l'autre bout de la protection financière, donc l'autre aspect, il passe par la maîtrise médicalisée des dépenses, parce qu'il ne suffit pas de créer un système de santé généralisé, mais un système de santé périn
Et la maîtrise médicalisée des dépenses passe aussi par certains leviers, notamment les recommandations de bonnes pratiques, comme a dit Madame Souka, une autorité de santé, des instances de régulation pour pouvoir bien maîtriser les dépenses, des protocoles de soins et aussi une prévention médicale. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci pour ces contributions. Pour la question qui a été posée, la première question, je pense qu'on n'a pas les autorités compétentes pour répondre à votre première question. Si l'ensemble du continent ou les organisations régionales communautaires économiques comme la CEDEAO, la SADC sont en train de réfléchir ensemble pour sur cette problématique de la protection financière et rapidement demander à Agnès pour ce qui est de créer des institutions qui pourront travailler et répondre à la protection financière d'une façon plus cohérente. Non, je vais peut-être juste faire un point très court et très simple. Il faut un système en 3 dimensions, 3D. La première dimension, c'est le dialogue. C'est le dialogue sociétal. Et ça, c'est vraiment important de créer ces plateformes de dialogue sociétal très inclusives. Ça a été l'expérience de la Tunisie, le dialogue sociétal, c'est l'expérience de la Thaïlande, le National Health Assembly, l'Assemblée nationale de la santé. C'est l'expérience de la France également avec les États généraux de la santé. Et les États généraux de la santé sont un processus continu d'implication de tous les segments de la société dans la réflexion sur les choix collectifs de la couverture santé universelle. Sur ce dialogue, c'est fondamental. Le deuxième, c'est les données. Il est extrêmement important d'avoir des institutions qui produisent de l'information et qui sont capables de fournir l'information pour piloter le processus, à la fois la société et le gouvernement et les différents acteurs et les prestataires. Il faut un pilotage collectif. Tu as besoin d'institutions indépendantes qui produisent des données de bonne qualité. Et ça doit être indépendant. Et le troisième pilier, le troisième D, c'est la décision politique. Et donc, il doit y avoir une décision politique parce que la couverture santé universelle ne peut pas se faire sans une subvention forte qui vient de l'assiette fiscale. Et donc, cette décision politique, elle doit être évidemment transparente et démocratique, mais elle doit être informée par le premier D, le dialogue, et le deuxième, les données. Merci. Merci beaucoup. Oui, Dr. Daf. Madame, s'il vous plaît, je dois dire à Madame Solange que quand même, au niveau de l'IMOA, il y a la réglementation de la mutualité sociale qui l'organise avec une presque obligation des États à mettre en place un organe administratif et un fonds de garantie. Donc, cela nous permet quand même de nous retrouver à ce niveau-là. Merci, merci beaucoup. Je voulais, au nom de mon coprésident, vous remercier tous, nos panélistes ainsi que les participants, d'avoir été des nôtres pour cette importante discussion qui ne se termine pas ici. Elle est assez complexe pour qu'on puisse la terminer en 1 heure de temps. Mais pour conclure, je pense que l'essentiel pour nous, pour nos États, c'est que on regarde nos systèmes de santé comme une véritable industrie qui doit avoir une qualité et qui doit servir à toutes nos populations. Il faut que nos politiques soient cohérentes. Il ne faut pas que l'aide au développement vienne remplacer l'investissement domestique de telle sorte que on se retrouve avec beaucoup plus de problèmes que de solutions. Il faut que, en même temps qu'on pense à la protection financière, on assure la qualité des soins. Si on travaille sur la protection financière, on doit aussi traiter des questions des maladies non transmissibles, des maladies infectieuses, de la santé maternelle et infantile. Il faut un ensemble cohérent. Il faut vraiment penser industrie avec toutes ses composantes pour que ça puisse fonctionner et que nous puissions donner la meilleure qualité des soins à toutes nos populations. Encore une fois, merci beaucoup et nous allons passer à la séance suivante. Merci.
Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.